Bonjour à tous. Alors Martin, on s'est croisé dans le cadre des maisons minières avec Maisons et Cités, et tu passes actuellement ta thèse sur la mise en pratique sur le logement minier qui t'est mis à disposition par Maisons et Cités. Est-ce que c'est la présence massive des torchis dans la région et ce type d'habitat qui a orienté ton choix? Est-ce que c'est l'aspect patrimonial qui t'a donné envie de travailler sur ce type de maison? Oui. Alors pour replacer un peu dans le contexte, en fait c'est une thèse qui s'intéresse donc à la rénovation donc, des cités minières du Nord-Pas-de-Calais, et moi je travaille plus particulièrement sur les finitions à l'intérieur du logement. Et donc on est en train de monter un projet de rénovation expérimentale d'une vingtaine de maisons à Arnes, notamment avec Marie Blancard et d'autres gens de la frugalité heureuse et créative. Voilà, c'est une recherche vraiment très très appliquée. Par rapport à ta question, c'est vrai que ce qui est intéressant, je pense, dans les cités minières, c'est qu'il y a effectivement cette grosse présence de la brique cuite. Moi, j'ai fait un peu de recherche sur ces fabrications de briques cuites en arrivant, en commençant ma thèse, et on se rend compte en fait que c'était des fabrications assez foraines, donc vraiment sur place. Les compagnies minières avaient leur propre champ de fabrication des briques, et fabriquaient des millions de briques comme ça parce qu'ils avaient du charbon, ils avaient de la terre grâce à l'exploitation minière, donc il y avait une sorte de fabrication assez locale finalement de ces briques. Après, il y a d'autres éléments qui sont plus finis, comme les tuiles ou des tomates qui venaient, elles, d'industries un peu plus spécialisées. Et il y a aussi en fait déjà une grosse présence de la terre crue aussi dans ces cités minières, parce qu'il y a beaucoup de compagnies minières qui finissaient leur logement avec des enduits de terre crue, crin de cheval, parce qu'il y avait énormément de chevaux dans les exploitations minières, donc il y avait cette fibre qui était vraiment très disponible. Et donc, c'est vrai que cette question patrimoniale est très très présente dans le bassin minier, parce que c'est à l'UNESCO depuis 2012, et elle est souvent vue comme plutôt une question de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on voit ces cités minières qui pour certaines sont très très belles, ont voilà des ornements, des organisations spatiales qui sont très intéressantes, des organisations urbaines très intéressantes, et on prend jamais cette question du patrimoine du côté intérieur du logement. C'est-à-dire qu'on considère toujours que c'est l'extérieur qui doit être préservé, et jamais l'intérieur du logement. L'intérieur du logement, en fait, c'est un peu un champ où on fait ce qu'on veut, et ça fait qu'aujourd'hui, peut-être que le bailleur Maisons et Cités, donc qui est le principal bailleur dans le bassin minier, qui a à peu près 60 000 maisons, rénove de façon assez intensive, puisqu'il y a un grand plan de l'État qui s'appelle l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Donc ils vont rénover 20 000 maisons à peu près en 10 ans. Et ils ont un mode de rénovation qui est très très lourd, où en gros ils curent l'ensemble des maisons et après reconstruisent presque une nouvelle maison, on pourrait dire, à l'intérieur de la maison existante, principalement en placo et laine de verre. Et moi ça m'intéressait d'imaginer aussi comment on pourrait peut-être en travaillant notamment sur des finitions, notamment en terre crue, mais pas que, pour moi, mais là on va parler de la terre crue aujourd'hui, comment est-ce que ça pouvait être un moyen plutôt que d'avoir cette approche où on a vraiment l'extérieur qui est patrimonial et l'intérieur où on fait vraiment ce qu'on veut, d'arriver un peu à relier les deux questions, et d'avoir notamment un fonctionnement thermique qui mette plus en adéquation la brique cuite existante et les enduits de terre à l'intérieur, qui a un fonctionnement assez proche, on pourrait dire. Du coup, suite à ça, effectivement, tu nous disais que pour toi, la finition enduit de terre a des qualités climatiques. Donc, c'est un peu ce que tu étais en train de dire, et qu'elle peut avoir un impact sur le calcul thermique, qu'elle peut aller jusqu'à faire gagner 1 degré de sensation. C'est assez rare de l'entendre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, quand on commence à travailler sur les matériaux biosourcés, notamment les bétons de chanvre ou les bétons de terre-chanvre, des choses comme ça, il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'ils sont souvent beaucoup moins performants en performance pure que, par exemple, la laine de verre. Si on prend simplement la question de la conductivité thermique en compte, qui est finalement la façon dont aujourd'hui on pense la rénovation énergétique, on pense directement résistance thermique des matériaux, conductivité thermique. En fait, il y a plein d'autres valeurs thermiques qui existent, l'effusivité thermique, la diffusivité thermique. Il y a énormément de recherches en ce moment sur la Terre, sur la capacité de tampon hydrique de la Terre, qui sont pas du tout prises en compte aujourd'hui dans les réglementations.
Et on se rend compte que dans ces nouvelles recherches, finalement, que par exemple, si on prend l'exemple du terre-chanvre, c'est un matériau qui est assez léger, donc il a quand même une bonne capacité isolante, mais il a aussi, grâce justement aux échanges d'humidité qu'on peut mettre en place dans ces matériaux qui absorbent et relarguent de l'humidité, il a aussi finalement une bonne capacité à stocker de la chaleur. Donc c'est un matériau à la fois léger et en même temps avec une capacité à stocker de la chaleur, ce qui lui donne une capacité à assurer un confort thermique très très intéressant, et aussi une capacité à améliorer la qualité de l'air intérieur. Il y a énormément de recherches en ce moment sur la capacité de la Terre à absorber l'humidité, déjà qui est un problème très très courant dans les cités minières. Il y a aussi des recherches sur la captation du CO2 en ce moment, donc il y a aussi des recherches sur la captation des composés organiques volatiles. Donc voilà, il y a vraiment toute une réflexion qu'on peut avoir sur la qualité de l'air intérieur qui est intéressante et qui, voilà, on pourrait penser du coup que les enduits terre pourraient être un matériau qui permette vraiment d'améliorer le confort de leurs habitants. Et si je peux rajouter une autre chose, nous à la chaire post-minier, en fait, donc la chaire post-minier, c'est une chaire qui est liée à l'école d'architecture et qui travaille vraiment sur ce bassin minier, sur des questions de conception architecturale et de transition. Et à la chaire post-minier, on essaie de relier vraiment ces propriétés donc climatiques, qui sont plutôt des propriétés techniques des matériaux, à des questions aussi de décoration, de décor, on pourrait dire, et aussi des questions sociales, en se disant que finalement la performance d'un matériau, c'est certes tous ces attributs techniques qui sont intéressants, la capacité à respirer, la capacité à isoler, la capacité à assurer un confort pour ses habitants, mais que peut-être que ces questions techniques, des questions aussi, si on pense des questions de conception, par exemple liées à l'ornement, peuvent encore améliorer ces capacités techniques. Par exemple, si on prend l'exemple d'un enduit, si on a par exemple une ornementation, des motifs qui se mettent en place, peut-être que la surface d'échange entre le climat intérieur et l'enduit sera encore augmentée et du coup améliorera les performances techniques du matériau. De la même manière, si on pense aux propriétés sociales de ces enduits, donc on essaie par exemple de mettre en place des démarches d'auto-réhabilitation accompagnées dans du logement social, donc dans ces cités minières, en se disant que finalement on pourra peut-être comme ça réussir à rendre plus durables ces matériaux, ces mises en œuvre. Parce que par exemple, on imagine que si les habitants participent à la mise en œuvre d'un enduit terre, ils sauront ensuite comment l'entretenir, ils auront un certain attachement avec cet enduit terre et sauront comment l'entretenir, comment le maintenir. Et donc, on imagine que du coup, la durabilité de la mise en œuvre sera plus importante et donc c'est vrai qu'on pense souvent la performance des matériaux juste comme un enjeu technique d'optimisation des matériaux, et nous on y réfléchit aussi selon d'autres enjeux sociaux et architecturaux, on pourrait dire. Voilà. Et si je peux rajouter un dernier mot, on travaille aussi avec un collectif donc de doctorants qui travaillent beaucoup sur la terre crue, qui s'appelle le Docter Crew, et qui est lié notamment au projet national Terre, donc il y a un projet qui regroupe de nombreuses recherches sur la terre crue aujourd'hui. Et c'est vrai qu'un des gros enjeux qui est identifié dans ce projet national Terre et dans ce collectif de doctorants, c'est vraiment toutes ces questions sociales liées à la terre, de ne pas imaginer juste que c'est une nouvelle technique qui pourra juste être une sorte de matériau de substitution aux matériaux qu'on utilise aujourd'hui, mais que ça peut venir aussi avec tout un changement de façon de produire l'architecture, de rénover, et que ça nous tient, je pense, beaucoup à cœur. Voilà. Merci. Donc, Amélie, vous êtes en train de construire une école à Gomny, dans laquelle vous réalisez des cloisons en briques de terre crue. Est-ce que c'est pour ce type de vertu que vous avez choisi de travailler avec ce matériau ? Comment cette approche a été reçue par les élus et par les futurs usagers ? L'ont-ils vu comme un retour en arrière ou comme une réelle avancée ? Bonjour. Donc cette école initialement, elle va être construite. Le chantier devrait démarrer très prochainement. Elle va être en bois et isolée en paille. Donc ça, c'était un peu les bases de ce projet. Et en fait, en faisant les études avec un bureau d'études avec lequel j'ai l'habitude de travailler, on s'est rendu compte qu'on pouvait proposer une manière d'améliorer le confort d'été. On était déjà sur un bâtiment qui était presque passif, dans la mesure où il était isolé en paille. Et on a proposé à un moment, est-ce qu'on pourrait faire des cloisons de terre crue pour amener de l'inertie à un bâtiment qui en avait très peu. C'était une option, on va dire, dans le projet. Et
Un beau jour, j'ai écouté les vœux du maire de la petite commune rurale de 2500 habitants qui disait bon, on va faire des briques de terre crue sur le site. Bon. Petit coup de fil après au maire en disant bon, maintenant vous l'avez annoncé dans vos vœux, comment on fait quand on va être obligé de le faire. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle parce qu'on avait très envie de le faire. Donc on est parti de ce principe d'améliorer l'inertie du bâtiment, d'avoir un confort d'été renforcé, c'est-à-dire que ça augmente le déphasage de la construction, et un confort d'hiver dans le sens aussi où ça stocke les calories intérieures du bâtiment. On s'est rendu compte par rapport au calcul des courbes de simulation thermique dynamique qu'on gagnait un peu à ce que tu viens de dire, Martin, qu'on gagnait 2 degrés sur les périodes les plus critiques de canicule. Donc ça nous faisait passer le bâtiment de 28 degrés au maximum de sa température à 26 degrés sur une période non négligeable du mois de juin et juillet. Donc c'est un peu ça qui a fait basculer les élus vers cette posture. Ensuite, sur les usagers, c'est ça la question? Alors les usagers, ils l'ont accepté parce qu'ils sont venus participer au chantier qui a eu lieu pendant tout le mois de juillet sur le site de l'école. Il y a eu un certain nombre de débats, notamment avec les enseignants, où ils se sont interrogés et même inquiétés sur est-ce qu'on va pouvoir accrocher des dessins sur les murs, faire comme d'habitude, est-ce qu'on peut rénover, est-ce qu'on peut repeindre, donc on a dû déjà montrer des échantillons de terre, expliquer comment on pouvait entretenir et mettre un système au point pour pouvoir accrocher et décrocher régulièrement grâce à des systèmes de petits assauts qui vont être mis en œuvre sur les murs, et après juste une démonstration avec l'éponge qui permet de nettoyer si ça a été gratté à un endroit ou si ça a été abîmé, ou qu'on peut refaire un enduit assez simplement dessus. Il existe aujourd'hui très peu d'avis techniques sur la terre crue. Sur quelle garantie avez-vous pu vous appuyer? Et on va en parallèle vous faire passer quelques photos qui nous ont ramenées de leur projet pour que vous puissiez les regarder en les ayant dans vos mains. Et donc je repose la question sur les avis techniques. La question de piège de Perrine. Donc il y a effectivement assez peu de documents techniques sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a quand même un guide des bonnes pratiques de la construction en terre crue, qui est un élément de base. Nous, on a eu la chance de se faire accompagner par un bureau d'études qui est à Mako, qui est un bureau d'études qui travaille sur... Excusez-moi, j'ai le soleil dans la figure. Voilà. Un bureau d'études qui travaille uniquement sur la terre crue, où je me suis également formée, et qui nous a fait les caractérisations de la terre. Donc on s'est sécurisé en termes de mélange, fait par un bureau d'études qui a une assurance qui a l'habitude de le faire. Ensuite, une petite particularité, c'est que la Vénois est en zone sismique 3. Donc il y a eu une vraie discussion avec le bureau de contrôle de comment il interprétait le fait de faire des murs en terre crue par rapport à la résistance mécanique. En fait, il a fait une étude du risque comme on le prenait. Donc on a limité la hauteur des murs qu'on va faire. Donc c'est des murs qui vont faire 2,30 m de haut, donc c'est assez raisonnable, on va dire. Et on a fait des murs très épais pour garantir un élancement faible. Donc c'est les briques que j'ai ramenées ici. Je sais pas si tu veux faire tourner. C'est lourd, mais si vous voulez les prendre dans les mains, il n'y a aucun problème. On a travaillé avec le module pour avoir cette brique qui fait toute l'épaisseur du mur. Et donc en fait, la petite particularité par rapport est-ce qu'on peut faire aussi passer les photos en même temps? La petite particularité par rapport au sismique, c'est qu'il va y avoir un système de feuillard qui vient se raccrocher sur les poteaux de la structure porteuse du bâtiment. On considère pas ce mur comme étant structurel, et c'est pour ça que le bureau de contrôle a accepté de nous suivre dans cette aventure. Et le chantier participatif a été mis en place par Amaco également, et avec une logique de contrôle de comment on faisait les mélanges et de quels résultats on allait avoir. Donc je rebondis sur la dernière question, puisque tu parles du chantier participatif. Pourquoi avez-vous fait ce choix d'un chantier participatif en utilisant la terre sur place? Est-ce que la ressource n'était pas disponible? Est-ce que le coût était problématique?
Et quel a été l'attrait nouveau que le projet a pu avoir en plus du fait de faire travailler les gens du coin sur l'école? Alors la ressource, elle est très disponible dans la baignoire. Je m'en étais déjà rendu compte en construisant une crèche à 1 kilomètre de cette école. Et quand le Gros œuvre avait commencé ses fondations, on avait vraiment une argile jaune pure, sans aucun caillou. Donc à l'époque, je m'étais déjà dit, il y a quelque chose à faire avec cette terre. Et donc là, quand on a gagné l'appel d'offres de cette école, quand il y a eu les études du géotechnicien, alors c'était entre Noël et Nouvel An, la meilleure période pour... on est allé sur place et on a récupéré tout ce que le géotechnicien avec ses tarières extrayait. Et on a récupéré ces restes et on a fait cette petite brique à l'agence. Celle-ci, elle est beaucoup plus légère si tu veux la faire passer. Et on a fait quelques tests de maniabilité, de composition, donc la décantation de la terre dans la bouteille ici, et pour voir de quoi était composée cette terre et est-ce qu'on pouvait l'exploiter pour faire des briques. Donc après ces premiers tests dans l'agence, on est un peu revenu vers le maître d'ouvrage en disant on pense vraiment qu'il y a une possibilité d'aller plus loin sur cette question. Par contre, il faut se faire accompagner, donc le bureau d'études AMACO. La particularité aussi, c'est que c'est une école qui est semi-enterrée parce il y a une école existante, ce que vous pouvez, je pense, voir sur certaines photos. Il y a une école existante qui est vraiment sur un point haut et qui a une magnifique vue plein sud sur le bocage. Il était hors de question par l'extension de l'école, de venir cacher finalement les qualités que l'école existante avait en termes de paysage et d'ambiance solaire. Donc on est semi-enterré, donc on extrait énormément de terre pour le chantier. Donc l'enjeu était vraiment de voir comment on allait valoriser cette ressource locale. Ce qui s'est passé, c'est que le bureau d'études d'AMACO, c'est assez simple, ils sont sur Lyon, donc on a expédié des colis de terre par la poste. Il paraît que c'est normal chez AMACO. Donc la poste reçoit de temps en temps un peu des colis un peu lourds, c'est nous. Et ils ont fait des premières formulations. Nous, on leur avait demandé de faire des briques de terre compressées, donc ce que vous étiez en train de faire devant la gare Saint-Sauveur. Et tout de suite, ils sont revenus vers nous en disant mais la terre que vous avez, il n'y a absolument pas de sable et pas de granulat. Donc, briques de terre compressées, ça veut dire qu'il faut avoir une ressource en sable pas loin, si vous voulez que ça a du sens dans votre logique locale. C'est pas le cas dans la baignoire, il n'y a pas de carrière de sable à valoriser. Il y en avait dans le temps, mais qui sont fermées. Donc, on a plutôt pris l'hypothèse de partir sur une adobe, c'est-à-dire une brique de terre crue qui est mélangée avec de la paille dans notre cas, sachant qu'avant d'arriver sur la paille, on a commencé avec le foin parce que la Vénois c'est une région bocagère où on a surtout du foin. Ils nous ont très vite rappelé chez AMACO en disant c'est pas possible de faire avec du foin tellement ça sent mauvais. Voilà, c'était la petite anecdote. On aura quand même essayé. Ils s'en sont débarrassés très très vite et ils sont venus à des matériaux plus communs pour eux. Et ils sont vraiment partis dans la démarche de quel type de ressources vous avez en local. Donc c'est la paille qui a été mélangée avec la terre et la paille de Gommi. Voilà. Pourquoi le chantier participatif? Quand on a fait le développement du projet, il y avait il y a eu un temps un peu participatif de réflexion sur le projet et notamment des associations qui nous ont dit mais nous on aimerait beaucoup participer à ce projet et être impliqués. Donc on a proposé de faire ce chantier. Il s'est orienté sur le fait de le faire dans l'école même, parce que on a cherché un lieu abrité avec un sol propre. Donc c'est la cour d'école qui a servi de chantier participatif. Ce qui était super intéressant, c'est que du coup en fait nous on s'est formés avec AMACO pendant 3 jours et on a fait des briques devant les enfants dans la cour d'école avec simplement une barrière entre nous et la cour d'école et là tous les enfants passaient leur récréation à venir voir ce qu'on faisait et donc indirectement tous les enseignants sont venus avec toutes les classes faire des briques de terre crue la dernière semaine d'école, chaque classe une journée complète. Donc ça c'était assez important parce que du coup les enfants ils sont en mesure de parler de la brique de terre crue, ce qui est à mon sens plutôt bien pour l'avenir. Et ensuite ça a été ouvert aux habitants et plus largement donc on a eu des gens qui venaient de très loin pour faire ce chantier. C'était très étonnant que la mairie allait chercher à la gare, que la mairie logeait sur place, il y avait possibilité de camper et c'était très étonnant parce qu'on a eu aussi beaucoup de jeunes adolescents qui sont venus faire du camping et des briques de terre crue la journée. Donc
voilà, c'est finalement assez peu d'habitants, parce que c'était la période des vacances et moins impliqué, mais très bien reçu en tout cas par le public, avec tout un tas de questionnements sur où vont aller ces briques, est-ce que vous construisez toute l'école en terre, donc voilà, une nécessité d'accompagner un peu tous les jours les gens. On a atteint le volume des 3500 briques à la fin du mois de juillet, ce qui était assez dense comme mois de juillet, et on a continué pour l'anecdote avec 3500 ballots de paille début août. Voilà, fait aussi en participatif. Alors Ken, vous avez créé 3 structures qui se complètent, une agence d'architecture, un bureau d'études et une entreprise de fabrication de matériaux à base de terre crue. Alors, est-ce que c'est pour répondre à vos envies et parce que les acteurs n'existaient pas, ou pourquoi vous avez créé ces 3 structures? Et en plus, vous faites de la formation aussi de compagnons, j'imagine. Donc, si vous pouvez nous raconter un peu la genèse et comment ça fonctionne. Merci. Oui, exactement. Excusez-moi pour mon français, j'ai un accent néerlandophone. Je vais essayer le mieux. Mais donc voilà, c'est comme ça. Donc je viens de la Belgique, c'est déjà bien pour dire. Donc la Belgique n'a pas une histoire de la terre crue comme il y en a en France ou en Allemagne. Et donc voilà, c'est pour ça que nous devons commencer un peu de zéro, disons. Et pour nous, notre voie, notre journée, notre voyage, c'est ça. Notre voyage, c'était, on est éduqués comme des architectes et avec des premiers projets sur le continent africain, différents pays. Et on a appris beaucoup de choses là-bas, des gens de là-bas aussi. Et on est revenu vers la Belgique pour commencer à faire des choses comme on les a fait ensemble avec toutes les équipes dans différents pays africains. Et donc, c'était avec des matériaux locaux, notamment avec la terre crue. Et donc, ça a commencé comme ça que nous faisons de la terre crue comme architectes en Belgique dans nos propres projets, très similaires comme votre projet, avec des workshops, des projets publics où il fallait convaincre la commune, ramasser beaucoup de gens de partout de l'Europe et on avait une machine, faire 19 000 briques en 3 semaines. C'était de la terre comprimée, donc pas avec la main, mais avec la machine hydraulique, mais quand même beaucoup de main d'œuvre. Et dès là, un peu tout a été commencé. Et donc dès le début, on s'est pensé, il faut monter cette scène de la terre crue en Belgique, comme il y en a déjà en France et en Allemagne, peut-être pas en majorité, mais en niche, mais quand même. Il y a Amaco, il y a Crater, il y a Brick Technique Concept, et donc tous les acteurs comme ça. En Belgique, on n'avait pas grand-chose. Et donc c'est pour ça que on est devenu un bureau d'études pour aider des autres, avec nos expériences, pour aider des autres architectes et des autres ingénieurs et des ingénieurs techniques, des ingénieurs de stabilité, de dessiner, de concevoir avec de la terre crue, des entrepreneurs à la mise en œuvre avec la terre crue. Et maintenant, depuis quelques ans, en fait, on a fait la prochaine étape pour nous. Et quand nous pensons qu'est-ce qu'on en a besoin pour commencer la terre crue, pour vraiment faire entrer ça en Belgique, en fait, on était en train de penser, il faut le faire prêt à l'emploi. Donc, il faut produire des matériaux et les mettre à disposition pour des entrepreneurs, puisqu'ils peuvent juste les mettre en œuvre sans avoir à chaque fois la recherche de la terre locale, comment le reformuler, faire le mélange et appliquer. C'est coûteux, ça prend du temps, et donc en fait, la plupart des projets n'en veulent pas parce que ça coûte trop. Et donc on a commencé de préparer ces mélanges des sites, des chantiers, mais pour des autres chantiers. Donc on s'est un peu attaché aux filières des terres d'excavation depuis 2019, déjà opérationnelles, où on prenait des terres des chantiers, n'importe qui fallait de la terre crue dans leur bâtiment ou pas. Donc voilà, il y avait des terres d'excavation. Et on l'utilisait pour faire des produits, transformer vers des produits en terre crue, pour les mettre dans des autres chantiers en Belgique.
Et donc, de peu à peu, on a commencé. C'est où nous sommes maintenant. C'est ça que nous offrons maintenant. Donc, nous vendons des produits en terre crue. Et maintenant, nous sommes en train de penser comment est-ce que nous pouvons le faire sur une échelle un peu plus grande pour pouvoir abaisser les prix, pour que des grands projets peuvent aussi changer leur bloc de ciment dans leur grand développement en bloc en terre crue, par exemple. Et donc, ça, c'est le défi où nous sommes maintenant. Donc, pour nous, donc BC Architect, BC Studies, BC Materials, ce sont les trois entreprises. On a commencé par l'artisanat, on appelle ça comme ça. On a commencé par l'artisanat et ça reste encore, on fait encore des projets sur mesure avec les terres des sites pour un projet sur le même site. Mais on est aussi en train de développer ce que nous appelons démocratisation de la terre, parce que nous pensons si nous voulons vraiment avoir de l'impact avec la terre pour changer des autres matériaux qui sont beaucoup plus intenses en énergie fossile, il faut le faire avec le moindre de friction possible. C'est un peu comme Amazon, mais dans le bon sens, avec le moindre de friction possible que des gens qui ne sont pas liés à la terre crue peuvent peut-être décider de travailler avec la terre crue. Et c'est comme ça qu'on va commencer à remplacer le béton, les blocs de ciment et tout ça. Mais donc c'est un vrai défi. On est là avec des stratégies qu'on va développer dans les années qui suivent. Justement, vous pouvez nous préciser les types de produits ou de matériaux disponibles, parce qu'on voit qu'il y a énormément de types de mise en application. Donc, si vous pouvez nous parler un peu des types de matériaux que vous mettez en œuvre. Ouais, donc les matériaux que nous mettons en œuvre sur mesure, disons. Donc, si un projet veut quelque chose, on regarde qu'est-ce qu'il y a sur la terre du site et on fait l'adaptation des techniques de terre crue vers ces matériaux. Donc, on a fait le bauge, on a fait des adobés, on a fait les blocs en terre comprimée, on a fait le pisier. Pour les produits de vente, on a commencé avec les enduits d'argile, les blocs en terre comprimée et les mélanges pisés prêts à l'emploi. Et on est en train, à ce moment, de développer un chape coulé, donc pour remplacer les chapes en ciment, et encore des enduits fines, donc de finition. Mais non, ça peut être très large, c'est vraiment, on peut faire beaucoup de techniques avec la terre crue. Et en regardant les références qui sont publiées sur votre site, on remarque qu'il y a des bâtiments en briques de terre porteuses, des bâtiments de grande hauteur, 10 à 15 mètres, très peu de débords de toiture, alors qu'on a tendance en France à nous enseigner ou à nous transmettre le fait que si on a un mur extérieur qui va rester en terre, il faut un débord très prononcé pour le protéger. Donc, on se demandait, est-ce qu'il y a forcément des différences de normes? On le sait qu'on a déjà des différences sur des tas de matériaux, à commencer même par le béton sur la quantité ou le type d'adjuvant. Donc, ce serait intéressant que vous puissiez nous parler de ces challenges, de la hauteur, de débord, et de comment vous faites en Belgique. Oui, c'est intéressant. La Belgique, c'est un petit pays avec pas de l'histoire dans la terre crue, avec des entreprises d'assurance plus petites ou organisées plus petitement qu'en France. Donc en fait, c'est pas l'assurance qui demande l'assurabilité des matériaux. En fait, il donne une décennale sans avoir des ATEX pour certains matériaux parce qu'il n'y a pas l'histoire de la condition des ATEX pour donner une garantie décennale. Et donc, en fait, c'est une sorte de zone grise où on doit avoir un dialogue avec l'assurance. Il faut pas expliquer trop, mais il faut expliquer juste assez pour qu'il prenne ces enjeux dans notre assurance décennale. Et donc, une fois qu'on est arrivé à ça, on a bu une bière, une fois que c'était fait dans le contrat, qu'il nous assure pour la paille, la chambre, la terre crue et des choses comme ça. Et donc, une fois que
on a obtenu ça, en fait, ça a ouvert un peu l'espace parce que là, c'est l'équipe de projet qui décide qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'un ATEX ni pour des projets privés, ni pour des projets publics. Et donc, ça dépend de l'équipe de projet s'ils acceptent de travailler avec certains matériaux. Et donc, c'est une sorte de zone grise de l'assurabilité, disons, que nous avons pris avantage. Et on a fait nos premiers projets comme ça, en fait, avec la commune, par exemple, où on a fait des briques en terre comprimée en workshop avec des volontiers, avec le terre du site. Et donc, c'était pas un process très industriel, donc très, je veux dire, c'est pas très standard de le faire comme ça, mais quand même, c'était accepté par l'équipe de projet et c'était assuré. Et donc, il y avait beaucoup de dialogues qu'il faut avoir parce qu'il n'y a pas une histoire des précédents. Et donc, il faut avoir beaucoup de dialogues avec tous les acteurs de l'équipe de projet. Par exemple, l'ingénieur de stabilité, un grand sujet, c'est à chaque fois qu'est-ce que le facteur de sécurité, et c'est une négociation. Les meilleures négociations qu'on a c'est un facteur de 3,5 exactement pour le mur de 15 mètres d'auteur, le mur en pisé de 15 mètres d'auteur. C'était calculé par Eurocode 6 maçonnerie avec un facteur de sécurité 3,5. Et donc, c'est le même facteur qu'on utilise pour des briques en terre cuite qui sont pas testées du tout, que tu peux brûler dans votre jardin et que tu utilises. Donc, il n'y a pas un contrôle de qualité. Et là, on utilise un facteur de 3,5. Mais ici, on a fait le pisé avec un contrôle de qualité très rigoureuse. On a testé sur force de compression, différentes humidités. On a testé le retrait linéaire, donc tout le E-modulus et tout ça. Donc c'était un processus très contrôlé avec beaucoup de contrôle de qualité aussi pendant l'exécution. Et donc on s'est négocié de prendre la même facteur de sécurité comme des produits non certifiés. Et des autres projets facteurs de sécurité, c'est 7 ou 10, ça dépend de l'ingénieur de stabilité, comment il se sent. Et donc, c'est juste un autre exemple, mais il y a beaucoup des autres exemples à donner avec chaque acteur autour d'un projet d'équipe, qu'il faut avoir un dialogue sans précédent pour mettre en œuvre la terre crue. Et donc, c'est un boulot qui prend beaucoup de temps et qui est très épuisant, mais il faut le faire. Et maintenant, on arrive à des projets qui sont plus grands. Et dès le moment qu'un bureau de contrôle arrive dans des projets de quelques millions d'euros, par exemple, donc là, ça change la nature du dialogue, ça c'est sûr, en Belgique. Et on m'a parlé d'adjuvants cette semaine au téléphone tous les deux. C'est-à-dire qu'en France, on a certains défenseurs de la terre crue qui disent qu'elle ne doit pas être utilisée avec des adjuvants, auquel cas on dénature ou on amoindrit un peu la qualité et la vertu du bâtiment, enfin du matériau qu'on va mettre en œuvre. Quand vous faites des projets sans débord de toiture et sans dispositif de protection ni mise à l'écart de l'eau de ces murs, j'imagine que la question se pose en Belgique comme en France, des adjuvants. Oui, tout à fait. Donc, on a quelques projets. Beaucoup sont à l'intérieur. Donc ça, par exemple, c'est la commune de Edegem, c'est une école publique, petite école publique, c'est à l'intérieur. Le mur en pisé de 15 mètres d'auteur, le chantier était à l'extérieur et on fallait dû gérer ça. Il y avait un fil de chauffage dans le pisé parce qu'on construisait pendant l'hiver, donc contre les gels. Mais finalement, c'est à l'intérieur. Ce projet ici, c'était le premier bâtiment public avec de la pisée 12 mètres d'auteur à l'extérieur. Ce projet a été stabilisé avec du ciment 6%. Et on a dû faire... Pour nous, c'était pas tellement nécessaire, mais on a dû faire ça pour faire passer le projet. C'était ça ou rien. Et donc, je pense que... des autres projets en pisé, j'ai pas ici, avec un débordement très minimal. En fait, on arrive, on pense avec les détails comment
on conçoit le débordement. On a notre maison de chasse par exemple, qui a un débord de 4 cm, c'est pas beaucoup. Mais donc voilà, c'est entouré par des arbres et ça change tout au niveau de la pressure, comment on dit ça, de pression, de l'érosion sur les murs empisés extérieurs. C'est non stabilisé et après maintenant presque 10 ans, le mur a même presque érodé. Normalement, on attend une érosion minimale de la pisée, mais là même l'érosion n'a pas arrivé parce que c'était entouré par des arbres. Et donc c'est comme ça qu'on essaye à chaque fois de prendre les bonnes décisions liées au contexte. Et donc un débord, c'est nécessaire. Par exemple, on a fait un mur de test pour un projet en zone rurale en Flandre, avec donc sans arbres autour, et l'érosion était beaucoup trop, et on a dit on va pas faire cette façade extérieure en pisé, le côté sud-ouest. On va changer le dessin parce que ça va pas être OK au niveau d'érosion. Donc il faut gérer ça avec la logique du contexte. Et du coup, j'ai une question un peu pour les trois intervenants. En fait, quand on s'est posé les questions du sujet, on s'est dit que, au-delà du patrimoine que j'ai abordé en introduction, on voit aujourd'hui que certains fabricants de terre cuite ont arrêté certains fourneaux pour des questions géopolitiques qui ont un impact sur la fabrication. On sait que ça commence également pour l'acier. Donc, est-ce que vous avez un petit retour ou en tout cas des remarques sur l'aspect financier, puisque j'imagine que, puis pour se poser la question aussi à l'agence, aujourd'hui tout est toujours plus cher qu'un bon vieux béton ou une bonne vieille brique, en tout cas certains types de briques. Donc est-ce que vous pouvez peut-être nous donner votre retour chacun sur l'aspect financier et peut-être l'évolution, est-ce qu'elle est déjà visible ou est-ce qu'il y a un retour qui est déjà plus acceptable, un degré d'acceptabilité plus fort de la terre crue parce qu'on rencontre ces problèmes sur la cuisson de la brique? Alors, nous, on n'a pas souvent l'occasion de comparer du béton à l'agence parce qu'on ne construit qu'en bois, donc on part déjà dans un principe assez fort de ne pas utiliser le béton sauf en fondation. Donc on est déjà sur des bâtiments qui ont un certain coût, où on essaie d'optimiser la manière dont on met les bottes de paille, où est-ce qu'on récupère les bottes de paille, enfin, on a ces logiques-là. Sur la terre, nous, on essaie de faire peser ce côté d'utiliser des meilleurs matériaux et de construire moins. C'est-à-dire qu'on propose, par exemple, sur cette école de Gomby, à un moment, quand on l'a chiffré, on était au-dessus de leur budget. Et en toute transparence, on a eu une discussion avec le maître d'ouvrage, donc la mairie et les élus, de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on dégrade le bâtiment, c'est-à-dire est-ce qu'on enlève des choses, ce qui était évidemment pas ce que je voulais faire, ou est-ce qu'on réduit les surfaces. Et donc le choix a été fait de réduire les surfaces, notamment en retravaillant un peu plus la flexibilité et la souplesse de cette école. On avait notamment des dortoirs qui étaient des dortoirs dédiés, qui servent une heure ou deux dans l'après-midi, et on a dit, là, il faut peut-être travailler pour que ce dortoir puisse devenir un jour une salle de classe, ou une salle d'art plastique, ou une salle annexe, donc de réoptimiser les surfaces pour garder la qualité du projet. C'est globalement, quand on passe un peu de temps à l'expliquer, les maîtres d'ouvrage commencent à entendre qu'on peut construire moins et mieux. En tout cas, c'est comme ça que nous on travaille et ça marche plutôt pas mal. Après, il y a un enjeu sur les chantiers participatifs. En tout cas, moi, dans le milieu rural où je suis, il y a une espèce de volonté des maires de faire mieux que le voisin. C'est assez drôle à vivre, mais du coup, ils ont envie d'innover, alors qu'ils l'ont potentiellement jamais fait. Donc, ils me demandent, mais les blocs de chambre, vous l'avez déjà fait dans la commune voisine ou pas? Donc, voilà, ça donne un peu de piquant au projet. C'est très étonnant de travailler comme ça, mais on se retrouve à prendre des options parce que ça n'a jamais été fait et qu'on a envie d'être exemplaire et qu'on a envie de faire un chantier participatif. J'ai le cas dans plusieurs communes en ce moment, donc voilà. Je pense que c'est particulièrement lié au milieu rural.
Oui, la question du budget, nous avons la même approche au niveau de bureau d'architecture. Donc, on construit avec les bons matériaux et donc, si le budget est fixe, ça veut dire qu'on va peut-être construire moins que prévu avant, mais c'est hors question que voilà, on va utiliser ces matériaux. Donc, c'est une philosophie différente. Au lieu de maximisation des mètres carrés pour un certain budget, c'est un peu la logique un peu inverse. On commence par les matériaux. Et comme producteur de matériaux, la logique ou les pensées ou les stratégies sont un peu différentes. En fait, en Belgique, il y a quelque chose de très intéressant qui est en train d'arriver avec les grands producteurs de briques cuites, en fait. Et il y a Van der Sanden qui a investi énormément dans un brique qui capture le CO2. Il ne dit pas ce que c'est, mais en fait, ce sont des blocs à chaud, hein, donc le cycle chaud qui prend le CO2 quand le chaud a durci. Donc c'est déjà bon, mais donc c'est une approche de lui pour essayer de répondre à ces émissions de CO2. Et donc pour nous, ça nous a inspiré parmi des autres choses aussi de penser, mais en fait il y a beaucoup de connaissances de la terre chez les briqueteries de terre cuite. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas activer cette connaissance pour la terre crue? Parce que les briqueteries en terre cuite, ce sont des entrepreneurs, ils sont pas cons, ils savent que leur business doit changer. Et donc ils sont très ouverts à ce moment de travailler ensemble avec des gens qui ont des approches, des marchés à ouvrir, des autres produits. Et donc voilà, nous croyons vraiment dans notre logique de démocratisation de la terre crue vers des autres personnes que juste pour les artisans ou la niche. Nous croyons vraiment beaucoup dans le concept de industrial coworking, on appelle ça comme ça, où on va pas investir nous-mêmes comme producteurs de matériaux des millions d'euros pour des machines pour de la terre crue, mais en fait il y a de la machinerie parfaite dans le monde des blocs de béton et dans le monde des briques cuites. Il y a des machines parfaites pour faire entrer de la terre et de ne pas la cuire et d'arriver avec des produits encore meilleurs que en performance que nous connaissons maintenant avec nos machines que nous utilisons dans le monde de la terre crue aujourd'hui. Et donc, il y a un vrai enjeu, et donc c'est ça que nous sommes en train de développer maintenant en Belgique, de travailler ensemble avec les parcs de machinerie qui existent pour produire de la terre crue avec la connaissance aussi que ces secteurs peuvent apporter. Nous ne savons pas tout, donc parfois ils savent plus que nous au niveau des couches géologiques. Et c'est très intéressant de maintenant utiliser cette volonté parce que comme tu dis, la situation géopolitique, la volonté est là. Donc c'est maintenant le moment pour parler avec eux, pour voir est-ce qu'on peut faire autre chose avec vos machines et vos connaissances que les briques en terre cuite. Et ils sont très ouverts. Ça, c'est l'expérience en Belgique. C'est un peu comme Briqueterie de Wulf aussi, nord de la France. Ils ont déjà pensé, allez, donc ils l'ont vu déjà et ils le font déjà depuis des années. Et donc je pense que de plus en plus, ça va arriver de plus en plus, je pense. Je voulais parler de la briqueterie de Wulf, mais du coup c'est déjà fait. Mais je sais pas si, je pense que vous connaissez de plus en plus de monde connaît cette briqueterie qui produit effectivement tout un tas de produits terres qui sont prêts à l'emploi et qui le rendent beaucoup plus accessible dans l'organisation classique des chantiers, on pourrait dire, parce que c'est un fonctionnement assez normal de livraison finalement de terre en big bag pour tout un tas d'utilisations différentes, quoi. Et après, si je peux rajouter une autre réponse un peu dans la même idée qu'Amélie, je travaille plus sur la rénovation énergétique. Et c'est vrai que cette question de la quantité de matériaux qu'on met en œuvre, on la retrouve aussi vraiment beaucoup dans la rénovation énergétique, parce qu'on sait depuis pas mal d'années qu'il y a tout un tas de plans pour massifier la rénovation énergétique. On voudrait rénover, là il y a des plans qui sortent en ce moment pour rénover quasiment 700 ou 800 000 logements par an, parce que plus on avance, plus on est en retard sur nos objectifs.
Et en fait, on se rend compte que ces objectifs deviennent plus on avance, plus ils deviennent irréalistes presque, quoi. Et à la fois en termes de quantité d'argent qu'on peut mobiliser pour rénover tant de logements par an, à la fois en quantité de matériaux qu'on peut mobiliser, et à la fois en termes de nombre d'ouvriers, parce qu'on a déjà une pénurie d'ouvriers, et on voit mal comment on pourrait réussir à mobiliser d'un coup 300 000 ouvriers supplémentaires pour faire toutes ces rénovations énergétiques. Et donc il y a un enjeu d'avoir des mises en œuvre aussi qui soient peut-être plus fines, plus légères, et ou peut-être moins de mise en œuvre, mais de façon un peu plus réfléchie, et de moins se dire qu'on est toujours dans des rénovations complètes où on sort un peu la grosse artillerie, comme d'avoir des choses plus ciblées, et qui soient là vraiment pour réfléchir, non pas en termes de performance, par exemple tout à l'heure je parlais de la conductivité thermique, pas forcément qu'en termes de conductivité thermique, mais en termes de confort hygrothermique de façon plus générale, le ressenti du confort, plus que simplement la conductivité thermique. Et ça impose de créer plein de nouveaux outils pour justement caractériser ce confort ressenti, et d'avoir peut-être des démarches aussi plus participatives où la parole des habitants, les habitants deviennent plus acteurs de leur confort qu'ils ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, on leur donne une rénovation, alors qu'il faudrait que les habitants puissent être vraiment acteurs de leur propre confort, quoi. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un gros enjeu là-dessus aussi, si on veut maintenir un certain niveau de confort à l'intérieur des logements, sans passer par cette rénovation énorme qui n'aura, enfin, ça c'est un avis personnel, mais à mon avis n'aura jamais lieu de toute façon. Voilà. Ben, merci à tous les trois d'être venus jusqu'à Lille, de plus ou moins loin. Donc voilà, on vous invite à prendre un coup au bar avec nous. Merci d'avoir été si nombreux.